Un obus de 75 mm fendit l'air glacé à une vitesse terrifiante. Une seconde plus tôt, le T-34 avançait avec confiance dans la poussière de la steppe, convaincu que son blindage incliné le protégeait de tout. Une seconde plus tard, une gerbe de flammes jaillit de son flanc, et le char soviétique se transforma en piège de métal brûlant. Cet instant précis marqua le réveil brutal d'une vérité ignorée. Un ancien Panzer IV venait de faire voler en éclats la suprématie blindée de l'armée rouge. Il n'était plus le suiveur, plus l'auxiliaire. Il devenait le cauchemar inattendu qui allait briser des machines que l'on croyait inviolables. Pourtant, ce prédateur n'était pas né monstre. Sa conception remonte aux leçons meurtrières de la Grande Guerre. Sur les terres de France, à la Somme puis à Cambrai, au cours de l'année 1916, les premiers chars alliés prouvèrent qu'un véhicule d'acier pouvait décider du sort d'un front entier. Les officiers allemands restèrent traumatisés par ces mastodontes qui franchissaient tranchées et barbelés en écrasant leurs défenses. Mais le traité de Versailles, imposé après la défaite, força l'Allemagne à abandonner toute ambition mécanisée. La recherche blindée devint clandestine, les ingénieurs étudièrent en secret, rêvant d'une revanche. Lorsque Adolf Hitler prit le pouvoir et balaya les interdictions, la course à l'acier reprit brutalement. Dans cet essor, un engin destiné à accompagner l'infanterie fut conçu, le Panzer IV. Il n'était pas pensé comme un tueur de chars. Sa mission initiale consistait à détruire les nids de mitrailleuses, les bunkers, les pièces anti-chars, tandis que le Panzer III s'occuperait des combats blindés. Les premières versions, armées d'un canon court de 75 mm, semblaient suffisantes dans un monde où aucun adversaire ne pouvait encore rivaliser. Lorsque l'assaut contre la Pologne débuta le 1er septembre 1939, seulement 211 Panzer IV étaient engagés. Mais leur appui-feu permit d'enfoncer rapidement la défense polonaise. Leur blindage, encore modeste, révéla cependant une vulnérabilité inquiétante. Chaque victoire coûtait cher, alors il fallut améliorer d'urgence la protection. Quelques mois plus tard, pendant la campagne de France, les Panzer IV avancèrent triomphalement à travers les Ardennes. L'Europe vit la Blitzkrieg écraser fortifications et armées en quelques semaines. Mais au village de Stone, un duel dramatique eut lieu. Face au char lourd français char B1, les projectiles du canon court allemand ricochaient sans le moindre effet. Ce fut uniquement la destruction d'une chenille française qui mit un terme au duel, presque par accident. Le choc fut rude, il fallait plus de puissance, plus de pénétration, plus de portée. Les ingénieurs épaissirent le blindage jusqu'à 50 mm et perfectionnèrent certains détails. Les versions améliorées combattirent en Grèce et en Yougoslavie, où elles prouvèrent que leur nouvelle carapace pouvait résister plus longtemps sous le feu. Rien ne semblait pouvoir stopper l'avancée allemande. Puis arriva l'aube du 22 juin 1941. Des milliers de blindés franchirent la frontière soviétique. Au début, les Panzer IV avançaient avec l'assurance acquise en France. Les colonnes allemandes dévoraient les kilomètres, encerclaient des armées entières, et les villes tombaient les unes après les autres. Soudain, la catastrophe surgit de la brume de l'Est. Les équipages aperçurent des silhouettes nouvelles. Des blindages inclinés absorbant les obus allemands sans le moindre dommage. Le T-34, rapide et agressif. Le KV-1, colossal et impénétrable. Les artilleurs tiraient à bout portant, mais leurs projectiles explosaient en vain sur ces géants d'acier. Le rôle du Panzer IV se renversa. Au lieu de chasser, il dut se cacher. Au lieu de commander, il dut survivre. La panique saisit les équipages. Comment vaincre ce que l'on ne peut percer ? Il fallut agir vite ou perdre la guerre éclair. Les ingénieurs conçurent une nouvelle version du canon de 75 mm, bien plus long, tirant un projectile à haute vitesse, capable de perforer les blindages soviétiques. Une transformation profonde s'amorça. Elle allait ressusciter le Panzer IV, lui donner la puissance qu'il n'avait jamais possédée, et préparer le duel titanesque qui définirait l'équilibre des forces sur le front de l'Est. Car le moment où le Panzer IV redeviendrait un chasseur n'était plus qu'une question de mois. Et lorsque sa mue serait achevée, la steppe elle-même deviendrait le théâtre de la revanche d'un blindé que l'on croyait condamné à l'oubli. La première livraison des nouveaux Panzer IV équipés du long canon de 75 mm arriva sur le front de l'Est pendant le printemps 1942. Les équipages ouvrirent les caisses de munitions avec une curiosité mêlée d'impatience. Les projectiles perforants, plus lourds et plus allongés, promettaient une puissance jamais vue dans leur tourelle. Lors des premiers essais, le bruit sourd de la détonation semblait différent, plus sec, plus profond, comme si l'acier du canon exprimait sa revanche contre les humiliations passées. La première confrontation réelle ne tarda pas. Près de Kharkov, sous un ciel tourmenté par la fumée des villages bombardés, une division allemande tomba sur un groupe de T-34 avançant sans hésitation. Cette fois, les Panzer IV ne reculèrent pas.
Un commandant allemand observa la progression des silhouettes soviétiques à travers sa coupole et ordonna de viser le blindage frontal, là où les obus précédents échouaient. Le tir partit, l'impact fut immédiat. Le T-34 se figea, puis des flammes s'échappèrent de sa tourelle. Les Allemands comprirent qu'ils venaient de récupérer le rôle de prédateur qu'ils avaient perdu. Un deuxième tir, un troisième, et bientôt toute la ligne rouge fut arrêtée par des éclats incandescents. L'armée rouge réalisa que quelque chose avait changé. Les rapports commencèrent à parler d'un Panzer IV transformé, capable de tuer à distance, même en mouvement. Les attaques soviétiques devinrent plus prudentes, attendant l'appui de l'artillerie ou des chars lourds. Pourtant, même les KV-1 n'étaient plus à l'abri à moyenne portée. Si les tirs se concentraient sur les points faibles, ces mastodontes pouvaient eux aussi être réduits au silence. Ce nouveau Panzer IV devint rapidement le cœur des forces blindées. Alors que les Panthers et les Tigers étaient encore en développement, rares ou capricieux, lui était déjà là, fiable, produit en nombre de plus en plus important et envoyé dans les zones les plus critiques du front. Les équipages apprirent à utiliser leur nouvelle arme avec agressivité, changeant de position après chaque tir, trompant l'ennemi et frappant sans offrir de cible stable. Dans les plaines du Don et le long des rives du Donetsk, ces chenilles laissèrent une trace sanglante sur le territoire soviétique. Mais cette montée en puissance ne signifiait pas la facilité. La guerre sur l'Est ne pardonnait aucune erreur. Les distances colossales, la boue qui engloutissait les véhicules, le froid qui paralysait moteurs et hommes, tout cela exigeait une endurance terrible. Le Panzer IV dut prouver qu'il n'était pas seulement puissant, mais aussi tenace. Lors de l'un des combats, une compagnie se retrouva isolée durant plusieurs heures dans un brouillard épais. Les T-34 surgirent de toutes parts. Les chefs de chars allemands prirent des décisions à la seconde, pivotant les tourelles au bruit des moteurs ennemis, obtenant des victoires in extremis avant que la contre-attaque de secours n'arrive. Malgré les succès, un défi demeurait, la supériorité numérique soviétique. Si un Panzer IV pouvait détruire plusieurs adversaires, il venait toujours un moment où la quantité l'emportait. Les équipages le savaient. Ils tiraient aussi vite que possible, souvent jusqu'à ce que le canon rougisse. Et quand les obus manquaient, ils reculaient en laissant derrière eux les carcasses fumantes qu'ils avaient abattues. À mesure que les mois passaient, le Panzer IV gagna en réputation. Chaque nouvelle version renforçait le blindage et améliorait les systèmes de visée. Les communications internes, déjà bien meilleures que celles des chars soviétiques, donnaient aux unités une coordination impitoyable. Une section de Panzer IV pouvait s'engager, détruire et disparaître avant que l'adversaire ne comprenne ce qui l'avait frappé. Pourtant, l'été approchait, et avec lui un plan colossal élaboré par l'état-major allemand. Une bataille titanesque devait décider du destin du front de l'Est. Les Panzer IV, désormais devenus les meilleurs chasseurs de chars de la Wehrmacht en grand nombre, reçurent l'ordre de se préparer pour l'opération la plus ambitieuse jamais tentée sur ces terres. On parlait d'une gigantesque forteresse soviétique, hérissée de mines et d'artillerie, où tous les regards se tourneraient vers les duels blindés. L'heure de vérité approchait. Là-bas, dans les plaines de Koursk, des milliers de chars attendaient leur moment. Les moteurs chauffaient, les équipages resserraient les sangles de leurs casques. Le Panzer IV, prêt à prouver qu'il pouvait dominer même dans l'enfer le plus absolu, s'apprêtait à entrer dans la bataille la plus grande et la plus sanglante de toute l'histoire de la guerre mécanisée. Alors que les Panzer IV se préparaient à l'affrontement titanesque autour de Koursk, d'autres combattants du même modèle vivaient déjà une guerre totalement différente, bien loin des steppes. Sous le soleil écrasant du désert d'Afrique du Nord, les dunes devenaient leur champ de bataille. Là-bas, sous le commandement d'Erwin Rommel, le Panzerdier affrontait un ennemi qui n'avait ni la neige soviétique, ni les immenses forêts, mais un océan de sable où la chaleur pouvait faire éclater les moteurs et brouiller les perspectives. L'arrivée des versions équipées du canon transforma immédiatement les engagements. Dans le désert, chaque duel se jouait à grande distance. Les chars britanniques, puis américains, avançaient avec leurs véhicules robustes, convaincus que leurs canons suffiraient à arrêter les blindés allemands. Pourtant, lorsque les premiers M3 Lee entrèrent dans la ligne de mire des Panzer IV, leur silhouette haute, mal protégée sur les côtés, devint un défaut fatal. Les équipages allemands tiraient avant même que l'adversaire ne puisse répliquer. Les obus perforants traversaient les blindages alliés, déclenchant des explosions internes terribles. Les Panzer IV usèrent de la vitesse et de la précision. Dans les environs de Gazala, les sections allemandes se glissèrent derrière les positions britanniques, détruisant méthodiquement les véhicules de commandement et interrompant les communications. Les chars alliés, isolés, se retrouvèrent pris à partie un par un. Le désert se transforma en cimetière fumant où gisaient des tours brisées et des chenilles arrachées.
L'un des épisodes les plus spectaculaires survint lorsque les forces allemandes approchèrent d'El Alamein. Les Panzer IV, en infériorité numérique, durent compenser par la ruse. Ils se camouflaient derrière les dunes, surgissaient pour tirer, puis disparaissaient avant que l'artillerie britannique n'ajuste son feu. Cette tactique permit d'éliminer plusieurs Grant et Crusader, semant le doute et l'agacement dans les rangs adverses. Mais la supériorité logistique des Alliés devenait chaque jour plus écrasante. Puis vinrent les M4 Sherman, dont les moteurs ronflants annonçaient l'entrée en force de l'industrie américaine. Le Panzer IV pouvait les vaincre à distance raisonnable, mais les Sherman arrivaient en nombre toujours croissant. Leur vitesse, leur fiabilité et la puissance des renforts alliés commencèrent à étouffer l'Afrika Korps. Les équipages allemands continuaient à se battre avec une énergie désespérée, frappant dès qu'une opportunité apparaissait. Pourtant, la pression devint insoutenable. L'une des dernières batailles du Panzer IV en Afrique fut marquée par une retraite héroïque. Acculés dans le sud tunisien, plusieurs unités réussirent à briser un encerclement imminent grâce à une attaque audacieuse menée à la tombée de la nuit. Les Panzer IV foncèrent à pleine vitesse, tirant en mouvement, arrachant un passage à travers un barrage allié pourtant bien établi. Même si certains furent détruits, cet acte permit de sauver une partie des forces restantes. Leur réputation n'en fut que renforcée. Même dans la défaite, ils demeuraient dangereux. Finalement, en mai 1943, les survivants durent déposer les armes. Le désert qu'ils avaient parcouru pendant des mois ne retentit plus que du bruit des moteurs alliés victorieux. Mais l'histoire du Panzer IV était loin d'être terminée, car en Europe, un autre enfer se préparait, bien plus brutal que le sable brûlant. Les ingénieurs allemands avaient produit de nouvelles versions mieux blindées, mieux armées et en quantité massive, prêtes à participer à la bataille que tous redoutaient. Les plaines de Russie allaient redevenir leur royaume sanglant. Là, le Panzer IV n'était plus un outil improvisé pour survivre aux erreurs du passé. Il devenait la colonne vertébrale des forces blindées allemandes, l'arme principale autour de laquelle s'organiserait une tentative désespérée de reprendre l'initiative. À l'horizon, la silhouette du champ de bataille le plus colossal jamais vu prend forme, annonçant un choc d'une ampleur inimaginable. Car Koursk n'allait pas être une bataille. Ce serait un ouragan d'acier où se jouera le destin de toute la guerre blindée. L'été 1943 transforma les plaines autour de Koursk en un théâtre de guerre comme jamais auparavant. Les Allemands rassemblèrent une concentration de blindés sans précédent, espérant briser le saillant soviétique par un écrasement mécanique. Les Panzer IV représentaient la majorité des chars alignés avant l'assaut, preuve que le cœur de la puissance blindée allemande ne reposait pas sur les Panthers encore peu fiables, ni sur les Tigers trop rares, mais bien sur ce vétéran devenu indispensable. Au matin de l'attaque, les moteurs grondèrent comme un tonnerre continu. Lorsque les premiers Panzer IV s'élancèrent, ils se heurtèrent immédiatement à des champs de mines redoutablement denses. Les explosions projetaient des nuages de poussière et déchiraient les chenilles, immobilisant les chars sous le feu croissant de l'artillerie soviétique. Pourtant, malgré ces pertes, les équipages avançaient, retirant les câbles, dégageant des passages au milieu des débris fumants. Chaque mètre gagné coûtait du temps et du sang, mais personne ne songeait à s'arrêter. Puis commencèrent les duels. Les T-34 surgirent par dizaines, puis par centaines. Le ciel vibrait du bruit des moteurs et des rafales. Les Panzer IV, bien entraînés, tiraient à une cadence infernale. Leurs obus frappaient avec une précision terrifiante, détruisant de nombreuses silhouettes adverses. Les chars soviétiques, pour éviter la fusillade, fonçaient à pleine vitesse pour tenter de refermer la distance. Ce choc violent entre vitesse et précision donna naissance à un chaos où les carcasses brûlées formaient des obstacles imprévus au milieu des manœuvres. Au sud du saillant, les Allemands parvinrent à percer jusqu'au village de Prokhorovka. Là, une marée de blindés soviétiques se jeta à l'assaut dans un déluge de poussière. Les distances se réduisirent au point qu'il devenait presque impossible de viser correctement. Le moindre tir mal ajusté pouvait frapper un char ami. Des collisions se produisirent tandis que les canons tonnaient presque à bout portant. Les Panzer IV utilisaient leurs tourelles réactives pour tenter de garder l'avantage, mais la pression devenait monstrueuse. Certains chars se défendirent jusqu'au dernier obus avant de s'enflammer dans une explosion lumineuse. Même lorsque le Panzer IV remportait un duel, la réalité restait implacable. Pour chaque char soviétique détruit, d'autres surgissaient immédiatement pour remplir le vide. Les équipages ressentaient toute la fatigue d'une bataille où le ciel semblait vomir sans fin de nouveaux ennemis. Les transmissions allemandes, saturées, annonçaient des pertes de matériel impossibles à remplacer au même rythme. Au même moment, un autre enfer attendait le Panzer IV bien plus au sud de l'Europe, les montagnes d'Italie. Là, le terrain était son adversaire le plus perfide. Les routes étroites, les pentes abruptes, les vallées encaissées limitaient la mobilité et l'artillerie alliée avait une vue plongeante sur chaque tentative de manœuvre. Lors de la bataille de Salerne, plusieurs Panzer IV réussirent pourtant à repousser un débarquement menaçant,
détruisant des Sherman surpris par une contre-attaque audacieuse. Mais les forces aériennes alliées frappaient presque en continu. Chaque déplacement diurne devenait une loterie mortelle. La situation empirait à mesure que les troupes allemandes reculaient vers le nord de la péninsule. Dans les Apennins, le Panzer IV devait parfois être hissé par d'autres véhicules ou par des câbles pour franchir certains passages, exposés à la moindre observation ennemie. Les canons anti-chars camouflés attendaient patiemment le bruit des chenilles pour déclencher des tirs mortels. Chaque victoire tactique semblait aussitôt annulée par un bombardement ou par l'arrivée de renforts alliés. Pour les équipages, le contraste avec les grandes steppes russes était saisissant. Ici, le Panzer IV ne pouvait jamais utiliser pleinement sa mobilité tactique. Chaque duel se faisait en position presque figée, face à un adversaire qui bénéficiait d'un soutien écrasant des airs. Pourtant, malgré les obstacles, les équipages ne renonçaient pas. Ils savaient qu'ils représentaient l'un des derniers remparts blindés capables de ralentir l'avancée ennemie. Mais le poids de la guerre commençait à écraser l'Allemagne. Les usines devaient produire plus avec moins, et le Panzer IV allait subir une transformation radicale qui allait marquer la dernière étape de sa vie militaire. Une version simplifiée, pensée pour la survie du Reich, allait faire son apparition. Les équipages se préparaient déjà à découvrir une machine différente, née de la pénurie et du désespoir. Car la guerre n'était plus une succession d'offensives, elle devenait une course effrénée pour retarder la fin. Et dans cette lutte désespérée, le Panzer IV n'avait pas dit son dernier mot. Au début de l'année 1944, la silhouette du Panzer IV restait omniprésente sur le front de l'Est, comme sur celui de l'Ouest. Pourtant, derrière cette présence impressionnante se cachait une vérité préoccupante. Les Allemands ne pouvaient plus suivre le rythme infernal de leurs adversaires. Pour maintenir la production, les ingénieurs supprimèrent tout ce qui semblait superflu. Le nouveau modèle, connu comme Ausführung J, recevait une tourelle réduite à une manivelle actionnée par la force musculaire de l'équipage, tandis que les jupes blindées en acier solide étaient remplacées par un grillage métallique plus léger. La moindre économie de matière comptait désormais plus que la performance. Mais lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie au mois de juin, ces Panzer IV, même dépouillés, demeuraient une menace redoutée. Les haies touffues du bocage transformaient chaque chemin en embuscade potentielle. Dans les environs du village de Ménilpatrie, un détachement de Panzer IV, soigneusement camouflé, surprit une colonne de Sherman. Les obus allemands frappèrent avec une telle précision que plus de 3 douzaines de chars ennemis brûlèrent avant que les survivants ne puissent répondre. La campagne de France devint un jeu mortel de patience, où chaque virage pouvait cacher un canon déjà braqué. Toutefois, chaque action victorieuse avait un prix de plus en plus lourd. Les bombardiers alliés frappaient sans relâche les routes, les ponts et même les parcs de chars. Parfois, le manque de carburant empêchait les Panzer IV d'intervenir au moment critique. Les équipages vivaient dans une tension constante, sachant que la puissance mécanique du char dépassait de loin la capacité du Reich à le nourrir en essence et en acier. Puis arriva le dernier pari offensif. Dans les Ardennes, au cœur d'un hiver glacial, les Panzer IV constituèrent la majorité des blindés allemands engagés. Tandis que les Panthers et les Tigers attiraient les regards, les vieux vétérans portaient l'essentiel du poids de la percée. Au lever du jour, pendant que le brouillard étouffait les couleurs du monde, ils avancèrent en silence pour frapper les lignes américaines par surprise. Des Sherman furent détruits dans les premiers instants, offrant l'illusion que la guerre pouvait encore se renverser. Mais les routes enneigées et les forêts étroites devinrent des pièges meurtriers. Une fois les munitions entamées et les réserves de carburant presque nulles, la progression se transforma en lente agonie. Les bazookas américains guettaient derrière chaque fenêtre, chaque talus, chaque clôture. De nombreux Panzer IV furent abandonnés, non détruits, mais simplement vides de carburant, incapables de faire un seul mètre de plus. Alors que l'année 1945 s'ouvrait, l'Allemagne reculait sur tous les fronts. Au cœur de l'Alsace et dans les plaines enneigées de Prusse orientale, les derniers Panzer IV défendaient ce qu'il restait du territoire du Reich. Dans Berlin, cernés de toutes parts, ils prenaient position dans les rues en ruine, tirant en coin des immeubles, manœuvrant avec une prudence extrême pour ne pas perdre la capacité de pivoter dans les décombres. Les obus ennemis, nombreux et précis, arrachaient façades et blindages, projetant éclats et poussière dans l'air suffocant de la capitale assiégée. Cette résistance acharnée ne pouvait pourtant pas changer le cours de l'histoire. L'Allemagne capitula, et le Panzer IV cessa de rugir pour son créateur. Mais il n'était pas encore prêt à disparaître de la scène mondiale. L'Espagne, qui avait acquis des Panzer IV avant la chute du Reich, conserva ses blindés pendant plusieurs années, les utilisant comme instruments de défense et d'intimidation. Puis, lorsque la modernité les dépassa, Madrid revendit une grande partie de son parc à la Syrie. Ainsi, au Proche-Orient, ces vieux combattants trouvèrent une nouvelle jeunesse. Pendant la guerre des 6 jours en 1967, les Panzer IV syriens, perchés sur les roches du Golan, ouvrirent le feu contre des Sherman israéliens,
reproduisant un duel déjà vécu sur les plaines d'Europe. Là encore, le canon de 75 mm prouvait qu'il n'avait rien perdu de sa morsure. Mais face à l'aviation moderne et aux tactiques foudroyantes, même l'héroïsme des équipages ne pouvait compenser l'âge de la machine. Beaucoup furent écrasés par des chars plus récents ou détruits par des missiles, laissant derrière eux des carcasses qui témoignaient d'une incroyable longévité. Et pourtant, malgré tout, une vérité demeure. Aucun autre char allemand n'a combattu aussi longtemps, aussi loin, et dans autant de conflits que le Panzer IV. Né comme simple véhicule d'escorte, il a fini par incarner l'un des piliers de la guerre mécanique du XXe siècle. Les équipages qui l'ont servi ont composé, pendant près de 3 décennies, une fraternité de fer et de feu que le temps n'a jamais pu effacer. Si vous souhaitez découvrir plus d'histoires sur les machines qui ont changé notre monde, soutenez la chaîne. Laissez un like, abonnez-vous et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre soutien permet de continuer à raconter ces récits qui méritent d'être entendus.